Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live métier en coulisses avec Kitry. Bonjour Kitry. Bonsoir Marine. Oui, bonjour, bonsoir. C'est vrai que la nuit commence à tomber. Ouais, j'avoue, ça commence à être la pénombre. Mm. Je suis ravie de t'accueillir pour parler d'un métier qui fait partie de ces nouveaux métiers qui n'existaient pas encore il y a quelque temps et qui, je pense, vont dans le bon sens. Donc, tu vas nous présenter ton métier de formatrice et productrice de contenu diversité égalité. L'idée de ce live, c'est qu'il soit interactif, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat. Je vois que les gens commencent à arriver. Bonsoir Gwen, bonsoir Leïla, Valérie, Nouma, je vois tout le monde qui tape. N'hésitez pas à nous dire pourquoi vous êtes là, par curiosité, par engagement, parce que vous voulez vous aussi faire bouger ces sujets. C'est toujours intéressant de savoir. Et donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Chance, nous sommes un bilan de compétences et une communauté d'entraide professionnelle pour aider tout le monde à trouver sa voie ou à ajuster ce qui doit être dans son travail, parce que parfois c'est pas le métier, c'est d'autres choses qu'il faut réajuster, mais parfois c'est aussi le métier. Et dans ce parcours justement, il y a trois grandes phases et une de ces phases c'est l'exploration, c'est d'ouvrir le champ des possibles et c'est ce qu'on va faire avec ces live métiers cette semaine. Et donc, oui, voilà, comme Clémence qui est en ce moment même en train d'explorer et qui est intéressée par les métiers de la formation. Pour commencer, Kitry, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu qui tu es et comment s'est passé ton parcours pro jusqu'au moment où tu es arrivée au métier que tu exerces aujourd'hui? Oui. Alors moi, je suis un peu dans enfin, je suis complètement dans une deuxième vie professionnelle. Donc, j'ai fait 15 ans en tant que directrice commerciale dans une agence de publicité, dont 10 ans chez Publicis, dans grosse agence, sur des gros budgets luxe, beauté internationaux, donc des L'Oréal, entre autres. Phase de vie qui a été très intéressante et dans laquelle je me suis épanouie pendant donc au moins 15 ans, donc c'était top. Et puis, c'était en 2017, j'ai eu une envie de reconversion. Donc, comme beaucoup, j'imagine, de personnes chez Chance, je suis passée par ces périodes de questionnement en me disant, OK, j'ai envie de bouger, mais quoi, où, quand, comment? Et est-ce que c'est vraiment bouger intégralement ou est-ce que c'est changer des choses au sein de mon job? Et puis, en fait, je suis passée par une phase de coaching qui m'a aidée à identifier, par aussi des grossesses qui m'ont aidée à prendre du recul parce que un des bénéfices des grossesses, c'est qu'on sort de l'entreprise, on sort de La cette roue. ouais, de la roue, de cette roue dans laquelle on tourne. Surtout en agence, on a un rythme qui est assez intense. Et puis assez vite, en fait, j'ai senti que j'avais envie de changer vraiment radicalement. J'avais envie, j'ai été un peu frappée par la quête de sens que d'autres avant moi ont eu, même si bon, moi aujourd'hui j'ai 41 ans, j'ai l'impression qu'on est un peu la première génération ouais, à bouger, à se décider que quand on n'est pas pleinement aligné, eh ben, c'est peut-être le moment de changer, accepter qu'il y a des professions qui sont, enfin des carrières qui sont moins linéaires, etc. Et du coup, j'avais identifié l'envie. Alors, il y avait deux choses que j'avais identifiées. J'avais identifié l'envie de transmettre, donc l'éducation avec un grand E. Et puis après, j'avais identifié les sujets qui étaient déjà à l'époque des sujets d'égalité. Alors, à l'époque, je disais plutôt égalité des chances. Et puis un bon terrain féministe aussi qui était là pour le coup du côté perso, et je savais pas très bien quoi en faire, en tout cas si je voulais en faire quelque chose de professionnel. Donc j'ai quitté Publicis avec la chance de faire une rupture qui m'a permis aussi de transitionner de façon un peu plus apaisée, on va dire, financièrement. Merci la France. Oui. Et puis, j'ai eu un an de transition où, pour le coup, j'ai fait radicalement différent. C'est que je suis allée dans des écoles notamment primaires, élémentaires, maternelles, de l'éducation nationale, du privé, de l'alternatif, pour aller m'imprégner un peu de pédagogie. Voilà, j'avais ce besoin-là d'explorer. Et comme j'avais ciblé l'éducation, je savais pas très bien si je voulais éventuellement m'impliquer là-dedans. Et en fait, je me suis mis à mon compte assez vite en tant que consultante.
et principalement sur la production de contenu parce que du coup, j'en arrive à où je suis aujourd'hui. J'ai encore 2 casquettes, et la première casquette que j'ai activée, c'était plutôt la production de contenu qui était un pont assez simple avec mon métier d'avant qui était agence de pub parce que la publicité, ça reste de la production de contenu à Mmh. des fins, commerciales, on va dire, mais c'est de la production de contenu. Et j'ai travaillé notamment avec une association qui s'appelle Ecoluma, qui accompagne les enseignants et les chefs d'établissement, notamment pour optimiser, travailler déjà travailler l'entraide au sein de leurs pratiques, renouveler leurs pratiques. Et donc je travaillais beaucoup sur ces sujets-là de pédagogie, et je faisais de la production de contenu avec des enseignants pour qu'ils puissent s'inspirer de pair à pair. Donc ça a été la première, j'ai envie de dire la première étape, qui m'a fait bifurquer vers la production de contenu avec du sens, qui était autour de l'éducation. Et puis, j'ai senti que j'avais envie d'aller plus loin, notamment sur ces notions. Et puis, j'étais dans ce sujet d'égalité des chances parce que la volonté, c'était évidemment d'aider les enseignants et les chefs d'établissement à permettre à tous les élèves de pouvoir atteindre leurs objectifs et leurs rêves, quel que soit leur milieu social ou donc j'étais là-dedans, mais j'étais un peu frustrée sur tous les sujets d'équité, de diversité, d'égalité, et j'ai envie d'aller plus loin. Donc ça fait maintenant 1 an que j'ai étoffé cette partie production de contenu avec une partie formation et animation, en entreprise aussi et en milieu scolaire et étudiant. Donc si je synthétise, aujourd'hui, j'ai vraiment 2 casquettes. J'ai une casquette production de contenu qui va de la conception à l'ingénierie pédagogique de parcours de formation, que ce soit voilà, dans le milieu d'entreprise ou pour les enseignants toujours, j'ai toujours un peu cette cible-là. Et puis de l'animation et de la formation, de la sensibilisation aussi, beaucoup d'ateliers de sensibilisation sur les sujets d'égalité professionnelle homme-femme, de diversité, sur la prévention des violences sexistes et sexuelles, parce que tous ces sujets-là sont très liés. Voilà, en résumé un peu rapide et pas si rapide que ça. Merci beaucoup, Guitry, c'était hyper intéressant. Il y a Rebecca qui demande si tu peux nous redire le nom de l'organisme pour atteindre les enseignants. Alors, l'association dans laquelle je bossais, c'est une association qui s'appelle École Huma. Je vais l'écrire, tiens, dans le chat. École Huma. École Huma, qui s'appelait anciennement Synlab et qui a changé de nom il y a 1 an, qui a 10 ans maintenant d'ancienneté et qui a notamment une plateforme, en tout cas moi c'est celle sur laquelle je travaillais beaucoup, qui s'appelle êtreprof.fr, qui est une plateforme en ligne d'entraide entre les enseignants, qui est vraiment du micro-learning entre enseignants. Ok. Merci beaucoup. Pour celles et ceux qui écoutent et qui se posent la question de comment réussir à aller vers cette voie professionnelle, est-ce que tu peux nous dire comment tu as réussi petit à petit à réussir à en vivre? Parce que c'est aussi le challenge de ces métiers et de ces vocations un peu passion. Comment tu as réussi à trouver des clients? Comment tu as réussi à organiser ton temps? Je sais que tu as différentes casquettes et activités. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pour qu'on se projette. Ouais. Déjà, je pense que cette mission au sein d'École Huma a été une mission un peu de transition, je pense, entre le métier de salariat et le métier maintenant, aujourd'hui, où je suis vraiment, on va dire, solo entrepreneur, où j'ai une multiplicité de clients. Je pense que cette étape-là était nécessaire déjà pour me sécuriser en me disant que je pouvais passer de l'un à l'autre. Et oui, et me sentir légitime à aborder ces sujets-là petit à petit. Donc ça a été déjà, je pense qu'il y a eu ça, ce point-là. Et ensuite, il y a eu plusieurs étapes. Je dirais que comme j'étais seule et que en plus je suis quelqu'un qui aime bien travailler en collectif, c'était un peu, c'est d'ailleurs un des points que je pense le plus difficile, en tout cas pour moi en tant qu'entrepreneur et consultante comme ça solitaire. J'ai eu envie et besoin de me mettre dans des collectifs. Donc notamment sur ces sujets d'égalité, de diversité, je suis moi-même animatrice de fresques. Que sont la fresque de la diversité, celle du sexisme et celle de l'équité également. Ces 3 fresques que je propose en entreprise et dans les milieux scolaires et étudiants. Et du coup, je me suis retrouvée à la fois ça avait 2 bénéfices, de me former, en tout cas de me saisir d'outils existants, qui m'ont aussi là encore, m'ont permis de me former, de me sentir légitime,
envers moi-même et envers les autres, envers les futurs clients aussi, et d'être dans des réseaux, qui permettent ensuite, de réseauter, de trouver des nouveaux clients, de faire des collaborations potentielles, donc c'est surtout ça qui m'a beaucoup aidée. Et puis le jeu de LinkedIn qui, mine de rien, est un essentiel. En tout cas, moi, j'ai senti que c'était un essentiel, pour, être identifié et Ouais, donc prendre la parole sur ces sujets-là, ouais, et oser prendre la parole sur ces sujets-là qui sont des sujets en plus qui sont des questions vives, donc c'est pas toujours évident. En tout ouais, cas, bon, il y avait un peu une étape au début où j'avais un peu peur de prendre la parole là-dessus, peur des haters et mmh, de me retrouver avec des commentaires, pas très agréables. Il y en mmh, a toujours sur ces sujets-là, on peut pas être toujours d'accord. Mais ouais, en tout cas, oui, parler sur les réseaux, prendre la parole sur ces réseaux pour être identifié, ça a été une étape importante. ouais. Je le dis et je le redis et c'est quelque chose qu'on essaye d'insuffler et d'expliquer dans le parcours chance. La force de LinkedIn, quand on est dans des problématiques de se lancer à son compte, à ne vraiment pas sous-estimer, parce que ça peut être très puissant. Il y a Maria qui demande: Bonsoir Kitri, quelle est la part d'animation en présentiel versus en ligne? Et pour la partie digitale, est-ce que tu produis les modules sur un outil dédié? Si oui, lequel? Alors moi, j'avoue que je préfère faire les alors, j'ai 2 réponses là-dessus. Je préfère faire les choses en présentiel, donc je cours pas après les animations, en digital. Heu, mais après les fresques, typiquement, on peut les animer en digital et on utilise souvent Mural comme outil, d'animation. Et après, je développe moi-même, mais en tant qu'ingénieure pédagogique et donc je conçois et je développe, des outils et des programmes en ligne, mais pour le coup pour les autres, pas pour mon activité personnelle. Pour donner Comment un tu exemple concret, par exemple, en ce moment, je travaille avec la fondation Make.org, qui est une fondation qui lance des grands programmes justement, sur 3 ans et là, c'est un programme sur la protection des enfants. Et ils sont en train de lancer un programme de formation pour les enseignants et les encadrants qui sont au contact de jeunes et d'enfants, pour les aider à identifier les violences faites aux enfants et les remonter à l'institution. Donc ça, c'est typiquement un parcours sur lequel j'interviens en tant qu'ingénieure pédagogique, auprès de la fondation. OK, merci beaucoup pour l'exemple. Valérie demande: Est-ce que les clients repartent avec un document écrit suite aux formations? Parfois oui, parfois non. Heu, Souvent, bah, ça dépend, si je prends l'exemple des fresques, on envoie toujours un mail avec des ressources, des contenus pour aller plus loin. Surtout, en fait, sur les ateliers de sensibilisation, c'est un peu la pédagogie de la frustration, c'est-à-dire qu'on ne fait que mettre un tout petit pied, un orteil dans les sujets, dans des sujets qui sont complexes en plus. Et donc souvent, on envoie des ressources complémentaires pour qu'ils puissent aller plus loin, des idées clés à retenir. Donc oui, ça peut être des one page et ça peut être à minima un mail qui renvoie avec, des ressources, des bibliothèques de ressources. Valérie, c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure, nous demande comment tu as réussi à en vivre. Et je pense que c'est une question qui est hyper importante Mmh. parce que c'est le nerf de la guerre pour pouvoir se lancer et être pérenne. Oui. Alors déjà, on va pas se mentir, il y a eu une phase où ce temps de pouvoir être identifié en tant qu'experte ou légitime pour aborder ces sujets en entreprise, il faut accepter que ce temps-là est un temps de transition et que donc oui, pendant un temps, je n'en ai pas j'ai pas pu en vivre. Donc ça, c'est à prendre en compte. Je vais pas dire que du jour au lendemain, je me suis lancée et que ça a fonctionné du premier coup. D'où ce travail sur LinkedIn, ce travail de réseautage qui a été essentiel. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que j'ai gardé cette double casquette, à la fois formatrice d'atelier, enfin animatrice d'atelier et productrice de contenu, parce que c'est ça qui me permet d'avoir un équilibre financier. La difficulté, en tout cas moi, que j'ai aujourd'hui, et de toute façon tout ce que je dis aujourd'hui est très personnel et si on interrogeait une autre personne, ce serait une autre organisation, j'imagine. Mais sur, la partie formation et animation, notamment sur ces sujets-là, parfois, en tout cas moi, je vends beaucoup de demi-journées, parce que les entreprises ont envie de se saisir de ces sujets-là, mais pas toujours les moyens, financiers et logistiques, de d'acheter, un parcours de 3 jours, 5 jours et cetera. Donc ils vont souvent sur des ateliers très courts de 3 heures, dans des cadres de séminaires,
à l'occasion de grandes dates telles que le 8 mars, ou la semaine prochaine, on a la semaine du handicap. Donc du coup, en ne vendant que de la demi-journée, forcément, il faut rentrer beaucoup de demi-journées pour pouvoir en vivre. Et donc développer beaucoup. Donc c'est vrai que la partie, production de contenu m'aide à stabiliser cette partie-là. Et le deuxième point, c'est que donc moi j'ai un cœur aussi j'adore travailler dans le milieu scolaire et étudiant, mais c'est des milieux qui payent moins, dans le milieu de l'éducation. Et donc c'est aussi pour ça que j'interviens, en entreprise. Déjà parce que je pense que c'est essentiel, mais aussi parce que, ben, le milieu de l'entreprise paye un peu mieux et me permet après, de me vendre un peu moins cher, dans des endroits tels que le scolaire qui payent moins, quoi. Ouais. C'est souvent des choses qui reviennent, par exemple, sur les activités de coaching, qu'on connaît du coup chez Chance pour avoir beaucoup de coachs, sur les coachings pour les entreprises qui sont ceux qui rapportent le plus d'argent et les coachings personnels, individuels, particuliers qui du coup rapportent moins d'argent mais sont souvent beaucoup plus les sujets de cœur pour les Mmh. coachs parce que du Ouais. coup on touche à l'intime, à la personne versus à un groupe. Et donc effectivement, c'est comment trouver l'équilibre entre les projets qui rapportent un peu plus d'argent et les projets de cœur qui le sont peut-être moins. Ouais. Il y a plusieurs questions, même si tu y as répondu un petit peu déjà, de Rebecca, de Océane, sur comment tu t'es formée en ingénierie pédagogique. Est-ce qu'on peut intégrer ce secteur sans formation spécifique? Euh, voilà. Alors moi, clairement, je me suis formée complètement sur le tas, et beaucoup et c'est vrai aussi pour la partie diversité, égalité, beaucoup en ligne, donc beaucoup des MOOC, beaucoup de lectures, beaucoup de ouais, vraiment de la formation personnelle en permanence, de l'auto-formation et de la formation continue. Donc j'ai pas de diplôme particulier sur la partie ingénierie pédagogique, pas plus que je n'ai de diplôme, j'en sais rien, j'ai pas fait de diplôme universitaire sur le genre, donc ouais, complètement sur le tas et bon, je pense que je suis la preuve qu'on peut le faire. Mais j'ai eu la chance à nouveau, je pense que cette transition dans l'association École Luma, a été très bénéfique parce que du coup, j'ai travaillé, pendant 3 ans, sur une plateforme digitale, avec des ingénieurs pédagogiques et donc je me suis aussi beaucoup formée à leur côté, Par l'expérience, ouais. par l'expérience, ouais. Tu me l'avais dit, mais je me rappelle plus. Tu étais rémunérée quand tu as fait ce travail avec l'école Luma? Ouais, ouais, j'ai été rémunérée. J'étais, la directrice, éditoriale, en fait, la responsable éditoriale de la plateforme, et production, de contenu. Donc j'avais pas la casquette ingénieur pédagogique parce qu'il y avait des ingénieurs pédagogiques qui travaillaient avec moi. Mais comme on travaille toujours main dans la main, en fait, j'ai beaucoup appris, à cette étape-là. Mais ma casquette à l'époque, pendant ces 3 ans où j'étais rémunérée, c'était, responsable éditoriale et production de contenu. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est ta capacité en production de contenu qui a fait qu'ils t'ont prise, j'imagine, de ton expérience Ouais, d'avant. ouais, Et exactement, c'est ça qui t'a permis de faire la passerelle et ensuite, du coup, d'être dans un nouvel univers où tu as pu apprendre. Et du coup, exactement. c'est hyper intéressant parce que souvent on se met des croyances limitantes en se disant bah non on peut pas, mais en fait il y a des compétences qui sont transférables. De la même manière que moi à mon échelle qui suis directrice communication, si demain je vais dans un secteur, je vais apprendre sur le secteur même si c'est pas moi qui fais. Donc toujours se rappeler des compétences transférables qui peuvent nous aider à faire des passerelles. Ouais. Euh, Et je sais, je rebondis sur ce que tu dis, je sais que quand j'ai fait cette transition, il y a eu une étape au début où j'ai eu un peu envie de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que j'avais un espèce de rejet total de mon ancienne vie et genre non, j'ai vraiment, arrêté ça, donc ce n'est pas pour y retourner. ouais. Et donc ça aussi, il a fallu, un peu comprendre que, ben, typiquement la production de contenu, c'était le pont de mes anciennes compétences vers potentiellement une nouvelle vie et qu'il a fallu réconcilier un peu des mondes. Hmm. Et j'imagine qu'aujourd'hui la production de contenu tu la re-aimes de nouveau Bah, à fond. parce qu'elle est au service À d'une fond. finalité qui te parle versus. Bah, ouais, exactement et puis j'ai gardé ce côté créatif que j'avais besoin de garder, en fait, beaucoup. Ça résonne parce que moi j'ai eu un peu des questionnements similaires sur le métier de communicante et c'est vrai que souvent quand on a une expérience professionnelle où il y a un trop plein, le réflexe souvent est de vouloir un peu tout reset et tout mettre à la poubelle et c'est pour ça qu'en fait le parcours chance aide
à conscientiser ça. En fait, tout n'est pas à mettre à la poubelle. Il y a plein de choses en fait qu'on aime et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ce métier pendant longtemps. Mm. Mais c'est que à un moment donné, il y a un trop plein et la réaction parfois est de vouloir tout mettre à la poubelle. Mais c'est pas forcément le meilleur pour vous parce qu'en fait, il y a plein de belles choses à garder dans toute votre expérience passée. Il y a Clémence qui demande quand tu t'es lancée, donc après tes années de salariat en agence, est-ce que tu as dû postuler longtemps? Ça a été dur de trouver et d'identifier les entreprises ou les associations? En fait, il y a eu cette année de transition où j'étais dans les écoles. Donc, pendant ce temps-là, je me formais aussi. Donc, je parlais de MOOC et j'en ai fait beaucoup. Donc, je rencontrais des gens et c'est à nouveau, enfin, vraiment la dynamique, l'énergie qui est à mettre, c'est vraiment dans le réseautage en permanence, les rencontres, oser rencontrer des gens, ne serait-ce que pour leur faire parler d'eux, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là et Mmh. c'est des pistes qui peuvent, à certains moments, tout d'un coup t'aider, 6 mois plus tard parce que tu auras avancé dans ton projet. Donc c'est sûr que c'est du temps, mais disons que je l'ai étalé, ouais, je l'ai étalé, dans le temps. Donc et après la rencontre avec l'association Écoluma s'est fait assez vite parce que c'est une association qui est assez connue et identifiée dans le milieu de l'éducation. OK. Voilà. Donc oui, on ne le dira jamais assez. N'hésitez pas à contacter les personnes qui travaillent dans les secteurs qui vous intéressent pour leur demander de leur parler de leur métier, parce que souvent les gens sont toujours partants et contents qu'on s'intéresse à eux. Et c'est comme ça que vous allez créer du réseau et petit à petit pouvoir vous construire un réseau dans un nouveau secteur. Dans les autres questions qu'il y a pour toi, de Clémence, est-ce que tu as réussi, Kitri, à trouver le sens que tu cherchais dans tes nouvelles missions? Et est-ce que tu arrives du coup à trouver ce juste équilibre entre sens et rémunération? Oui, la réponse est un grand oui. Après, l'indépendance fait qu'on est typiquement sur le financier, on n'est jamais, pleinement sécurisé et je pense que ça tout entrepreneur, te vous le dirait. Donc il y a des périodes où tout d'un coup, il y a beaucoup de travail, il y a des périodes où il y en a un peu moins, d'autant sur ces sujets-là de diversité inclusion. Je vous parlais des grandes dates annuelles, mais il y a tout d'un coup des grandes dates où toutes les entreprises veulent faire de la sensibilisation sur les sujets, par exemple, du sexisme. Et puis après, plus rien. Et puis en fin d'année, ils ont des budgets et du coup, ils ont envie de se saisir. Donc, il faut accepter aussi ces aléas-là et Mmh. essayer de ne pas hyper ventiler quand il y a une période de creux. Ouais. Mais sur le, on va dire, en lissant, moi, j'ai réussi à trouver un équilibre et j'espère d'être. D'ailleurs, j'ai encore l'impression d'être dans une phase ascendante. Et le sens, évidemment que je l'ai à fond, à fond, à fond, à fond. Et d'autant sur les sujets de diversité, c'est que c'est très, très, très varié en plus. Enfin, il y a 25 critères de discrimination qui rentrent en jeu. Donc, il y a une grande richesse. Même pour moi, je suis tout le temps en train de me former. Donc, c'est très stimulant. Et puis, bon, là, il y a du sens et de l'impact. Ça, il y en a, il n'y a pas de doute. C'est du direct. Il y a Valérie qui demande comment vous contactez les personnes sur LinkedIn, combien de clients il vous faut pour vivre et est-ce que vous avez dû apprendre de nouveaux logiciels? Alors, comment je contacte les gens sur LinkedIn? Eh bien, tout simplement en me en me connectant à eux et en leur écrivant et en leur explicitant, pourquoi et quelles sont mes envies. On en parlait tout à l'heure, mais déjà, ne serait-ce que demander à se rencontrer, à prendre un café. Aujourd'hui, avec les visios, c'est quand même simplissime de prendre un Ouais. quart d'heure de discussion. Donc faut pas hésiter. Et je suis ravie parce que je l'ai beaucoup fait et qu'aujourd'hui je sens typiquement que c'est inversé et que c'est plutôt moi qu'on vient chercher. Donc c'est Génial. toujours, assez gratifiant quand on arrive à cette étape-là. La deuxième question, c'était: est-ce que j'avais dû apprendre des nouveaux logiciels? Oui. Hem, oui, mais à nouveau en faisant. En tout cas, typiquement sur la partie ingénierie pédagogique, il y a plein de LMS. Donc les LMS, c'est les Learning Management Systems, c'est les logiciels qui te permettent de mettre en ligne des parcours de formation. Donc ça, en fonction, les moments où on a un nouveau LMS à prendre en main, on apprend, sur le moment. Donc oui, ça m'arrive d'apprendre, mais en faisant. J'ai pas tellement, appris, pour anticiper. C'est plutôt quand je suis confrontée à que je me mets à apprendre.
Je me souviens, il y avait une troisième question, je Ouais. crois que je n'ai pas. La question, c'est combien de clients il te faut pour bien vivre? Ah bah ça, c'est une très bonne question. J'aimerais avoir une recette, très, pratique avec un Google Sheet, avec un nombre de clients par mois minimum et cetera, mais je l'ai pas. Ça dépend tellement des périodes, ça dépend des missions, qui sont vendues. Donc à nouveau, quand on vend juste une demi-journée, il faut en rentrer beaucoup. Et Mmh. puis ça dépend d'à combien on vend notre demi-journée ou notre journée ou notre mission. Donc c'est tellement plein de critères et qui sont aussi un peu, j'ai envie de dire les vôtres parce qu'évidemment qu'au tout début, je me vendais moins cher qu'aujourd'hui, Mmh. parce que j'avais besoin de me sentir légitime, besoin d'avoir des clients, et puis qu'aujourd'hui, voilà, il y a toujours donc c'est vraiment, tellement multifactoriel que j'aurais du mal à répondre à cette, question. Je me doutais, mais je te la posais mais Pour que je le dise. non, mais c'est intéressant d'avoir cette réponse parce qu'effectivement, on apprend en marchant et il n'y a rien qui est mécanique. Ça dépend de. Si tu as un énorme contrat avec un client, un peut. Bon, faut jamais être dépendant d'un seul client, mais un peut rapporter énormément et inversement, parfois, c'est Exactement, petit. Euh, exactement. et puis, il y a les gros qui rapportent de l'argent, et puis il y a aussi ceux qui sont du cœur, donc ça rapporte moins. Mais Ouais, euh, c'est ça et c'est réguler entre tous ces clients-là et ces facteurs-là, quoi. ouais. Merci beaucoup pour ton partage. Une question que j'avais et qui est un peu la question de Live Métier, euh, pour montrer vraiment la réalité et enlever les fantasmes positifs ou négatifs. Donc, tu as déjà commencé à nous donner des éléments de réponse sur la solitude qu'on peut avoir en étant solopreneur, sur l'instabilité financière. Mais si tu devais nous dire, toi, vraiment les côtés que tu adores et les côtés qui te pèsent un peu plus. Hem, il y en a un qui fait à la fois que je l'adore et que de temps en temps c'est pesant, c'est que c'est des questions qui sont vives, des sujets qui sont difficiles à aborder. Je le disais au début, ça touche à nos valeurs, ça touche à nos vécus. Mm. Donc quand on intervient en entreprise sur ces sujets-là, c'est des sujets qui sont vraiment touchy, donc qui sont à Ouais. manier avec, beaucoup Hem, ouais, de vigilance, de bienveillance, donc ça, moi, je trouve Diplomatie. ça de diplomatie, donc je trouve ça extrêmement riche, parce que de temps en temps, on sent qu'on provoque des déclics chez certaines personnes, ça provoque beaucoup de dialogue, de discussion. Et en même temps, parfois, ça peut être, difficile. Il y a des animations ou des sensibilisations dont on revient rincé, parce que ça a été plus compliqué pour diverses raisons, parce qu'on a eu plus de réticences, de personnes qui sont voilà, qui avaient pas forcément envie d'être là. Il y a des moments où on se dit que ça n'avance pas assez vite, qu'on n'y arrivera pas. Donc il y a toujours en plus souvent, enfin je pour connaître beaucoup de personnes qui font le même métier que moi, c'est des métiers qui sont un peu passion et qui sont lidés aussi par pas mal de militantisme, même si on vient pas en entreprise, de façon militante, on a généralement dans un côté personnel, un peu de militantisme là-dessus. Ouais. Donc, ouais, c'est des sujets qui sont lourds et en même temps, quand ça marche, quand on sent qu'on a des déclics, c'est tellement riche et tellement plaisant que, on y retourne. Mais, ouais, Ouais. c'est chargé, j'ai envie de dire, émotionnellement comme sujet. Ouais. Quand je t'écoute, ça me fait deux réflexions. La première, effectivement, ça doit être dur quand tu es confronté à des personnes qui sont encore assez éloignées de ces Mmh. sujets-là, de pas avoir des réactions épidermiques. Et ça me fait penser aussi à qu'on voit dans les live métiers, tous les métiers un peu à vocation, comme professeur des écoles ou comme infirmière, quand tu as vraiment une conviction chevillée au corps et une vocation et que tu es confronté à la réalité du peu de Mmh. moyens, du peu de qui du coup peut être difficile parce que il y a de la frustration et donc je comprends complètement. Il y a Valérie qui demande si tu fais des conférences à l'étranger sur le sujet. Je peux faire des choses en anglais. Aujourd'hui, je me déplace pas à l'étranger, mais parce que j'ai jamais eu l'occasion et on m'a pas demandé de venir. Donc aujourd'hui, non, mais est-ce que c'est possible? Oui. Et il y avait Rebecca qui demandait, par rapport à la conversation qu'on avait sur le démarchage des clients et sur LinkedIn, est-ce que ça peut se faire dans l'autre sens aussi, à savoir que c'est les entreprises qui viennent te chercher?
Oui, tout à fait, et ça, c'est, un peu plus récent pour moi typiquement, donc c'est pour ça que je dis c'est super important d'être visible sur LinkedIn, même si moi c'est pas mon exercice, enfin, c'était pas mon exercice favori, et puis en fait, je pense que j'ai petit à petit, pris de l'aisance et senti à la fois l'intérêt de le faire, de parler et d'avoir une voix sur LinkedIn, et puis de prendre du plaisir à le faire aussi. Donc oui, il y a pas maintenant, on commence à me contacter sur LinkedIn parce que je suis identifiée, mais ça demande d'avoir une présence, Ouais, clairement. c'est du moyen terme, oui. Ouais. Pour finir, ce que je vois qu'on déborde, c'est toujours frustrant le format 30 minutes. On n'a pas parlé de la rémunération sans évidemment nous donner ton salaire précis, mais tu penses, il y a Rebecca qui demande quelle fourchette de salaire c'était chez Ecoluma, et aujourd'hui, dans quelle fourchette tu te situes, et dans quelle fourchette tu penses que si tu travailles bien et que tu mets tout en place, etc., à quoi tu peux prétendre, et comment tu le vis par rapport à ton salaire de vie d'avant? Alors, bon, par rapport à mon salaire de vie d'avant en agence de pub, à l'évidence, je n'ai pas les mêmes, rémunérations, mais à nouveau, c'est un choix en conscience que j'ai fait, et en réalité, je pense, on va voir, je touche du bois, je m'emballe pas, que comme je suis dans une phase plutôt ascendante, je serais pas complètement, étonnée d'y retourner. Mais il faut accepter la transition. Et après sur la fourchette, c'est ce qui est difficile pour vous répondre, c'est que ça dépend aussi. Si je travaille pour une association, évidemment, je vais pas me facturer, le même prix que si je travaille, si je vais intervenir, chez Air France, ou dans une entreprise, un cabinet de conseil. Et ça, c'est aussi très, personnel de voir à combien on accepte, son taux au jour. Donc je préfère, pour donner un peu des prix concrets, je peux intervenir parfois à 500 € la journée, comme à 1 500 la journée. Et là, je parle de taux jour. Et après, si c'est des, voilà, si c'est des missions sur plusieurs jours, c'est des forfaits, donc c'est un peu différent. Super, très clair. Merci beaucoup pour la transparence. Merci beaucoup à toutes et tous pour toutes vos questions. Il y en a eu plein. Si, je sais que c'est frustrant 30 minutes, mais si vous voulez continuer la conversation et suivre Kitry sur les réseaux, n'hésitez pas. C'est son prénom et son nom sur LinkedIn. Vous pouvez la retrouver facilement. Comme ça, vous pourrez vous connecter à Kitry, lui poser des questions et puis voir tout son contenu aussi, surtout. Je sais pas, Kitry, si tu voulais parler d'autres réseaux, si tu as un Instagram ou autre chose que tu veux donner, ou c'est surtout LinkedIn. Non, LinkedIn, c'est parfait. J'ai Insta, j'ai tout ça, mais LinkedIn, en tout cas, c'est un bon réseau professionnel, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup pour ton temps et d'avoir accepté l'invitation pour nous donner 30 minutes pour nous raconter ton métier. C'était vraiment super. Et, euh, et pour toutes celles qui travaillent dans des entreprises et qui ont envie que Kitry vienne intervenir dans leurs entreprises, n'hésitez pas. Comme ça, on continue N'hésitez la pas. boucle d'entraide, de aider Exactement. et d'être aidé. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup Marine. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.